les terriens, ce soir, nous allons parler philosophie, éducation, shampoing antipelliculaire. Mon invité, c'est Luc Ferry. Ouais, je sais. Vous allez me dire, encore Luc Ferry, c'est ma faute. La dernière fois qu'il est venu, je lui ai dit, revenez quand vous voulez, il m'a pris au mot. Il est là. Bienvenue, Luc. Merci, c'est avec bonheur. En P2, nous accueillerons Audrey Vernon, la première humoriste à présenter un one-woman show économique. Elle y parle de plans sociaux, de CAC 40, de chômeurs, de milliardaires. C'est déprimant, comme Anne Romanoff, mais là, c'est voulu. Toujours en P2, nous accueillerons Guillaume Pelletier, fondateur de la droite forte, secrétaire national de l'UMP, en charge des sondages. Il nous dira s'il en est satisfait, moyennement satisfait ou pas satisfait. Enfin, en P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h ce soir, Ségolène de Margerie, atteinte d'un cancer à 26 ans, qui nous racontera sa lutte victorieuse contre la maladie. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. On commence avec les martiens de la semaine, tous ceux qui nous ont rendu verts cette semaine. Amour, le dernier film de Michael Haneke, est encensé par la critique. Pourtant, l'histoire de ce couple en fin de vie est tellement glauque qu'au départ, Trintignant a refusé le scénario. Je lui ai dit, je suis quand même content de l'avoir lu parce que moi, ça, c'est un film que j'irai pas voir. Alors évidemment, maintenant qu'il a accepté le rôle, il dit que le film est super. Je le trouve de mieux en mieux, ce film. Je le trouve magnifique. Comme quoi, les films de Haneke, c'est comme des films de vacances. Si on n'est pas dedans, ça n'a aucun intérêt. Gagner le prix Nobel pour un écrivain, c'est un peu comme gagner le Tour de France pour un cycliste. Pas étonnant qu'il y ait de la triche. La télé suédoise révèle que le chinois Mo Yan a gagné le Nobel alors que son traducteur en suédois faisait partie du jury. Or, c'est interdit, car la victoire de Mo Yan va lui rapporter de l'argent. Mais contrairement à Lance Armstrong, Mo Yan ne sera pas déchu de son titre. Selon le Canard enchaîné, Manuel Valls a fait chasser les SDF de son quartier car sa femme ne supporte pas de croiser des clochards sur le trottoir. Le ministre de l'Intérieur s'est défendu en accusant ses voisins. Selon lui, c'est eux qui ont appelé les flics. Alors bien sûr, pour échapper aux SDF, il pourrait aller dormir au ministère. Le problème, c'est que sa femme ne supporte pas l'idée de dormir dans l'ancien lit de guerre. Voilà, c'était les martiens de la semaine de Blacko et Grappe. Luc Ferry, rebonsoir. Vous êtes ici ce soir pour nous parler de votre nouveau livre, mais aussi pour vous plaindre. En effet, il y a 2 semaines, vous vous êtes retrouvé martien de la semaine. Blacko s'était moqué de votre soutien à François Hollande en disant que Chirac, Sarkozy ou Hollande, vous étiez toujours du côté de l'Élysée. Je suis désolé. Si vous voulez corriger le tir, vous pouvez dire du mal de Hollande, là, allez-y. Ou de Blacko. Blacko. Non, mais c'est vrai que j'en ai un peu ras-le-bol du tribunal médiatique auquel on est soumis en permanence, Ouais. Au nom de la morale, par des gens qui n'ont même pas un échantillon sur eux, la plupart du temps. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, c'est pas juste. Quand la droite a supprimé la formation des maîtres, c'était en 2009, j'ai hurlé dans les médias, j'ai écrit des papiers, je suis allé voir Sarkozy pour lui dire que c'était la plus grosse connerie qu'on pouvait faire. Et je l'ai dit publiquement, je l'ai écrit. Et c'est pas parce que c'est un ministre de gauche qui remet cette formation des maîtres, ce que je demande depuis des années, que je vais dire que c'est pas bien. C'est juste... Alors, si la vertu, ça consiste à suivre les éléments de langage de son parti, c'est la pire ânerie qu'on puisse faire. Alors, faut pas vous en faire quand même, Luc. Vous êtes le 3e intellectuel français en termes de notoriété derrière BHL et Elisabeth Badinter, le 3e en termes d'influence derrière Elisabeth Badinter et Jacques Attali. Il faut quand même signaler que pour 28% des Français, vous jouez arrière-droit à la JOCR. Mais ce qui est une vraie promotion en même temps. Et non, je suis ravi de ça. En fait, pour vous, le discours de Hollande sur l'éducation est le meilleur que vous ayez entendu depuis 10 ans. C'est vrai que le fait que Hollande aujourd'hui
partent d'un diagnostic correct, à savoir qu'en effet, il y a 35% des gamins qui arrivent en 6e avec des difficultés de lecture plus ou moins grandes, mais c'est tragique, c'est un vrai problème. La gauche n'avait jamais osé le reconnaître parce qu'elle avait peur de choquer les profs ou d'insulter. Qui sont son électorat naturel. Oui. Et là, le programme de Peillon me paraît très bon, c'est remettre la formation des maîtres, mettre le paquet sur l'école primaire. Ouais. Il n'est pas mauvais, Peillon. Hein. L'option cannabis au bac. Oui, c'est ça. Vous en pensez quoi? Alors, pour réussir la réforme de l'école, vous préconisez l'union sacrée, comme en Allemagne en 2007. Et vous dites, Valls, Peillon, il faut les soutenir. Moi, je vous garantis que la période 2013-2014 va être terrifiante et que ce serait évidemment une très bonne chose qu'on ait un gouvernement d'union nationale. C'est pas l'ouverture, c'est beaucoup plus difficile à faire. Mais ils vont être obligés. Sous l'égide de quel homme providentiel, Luc? Ça pourrait être Manuel Valls. 75% d'opinion favorable, Manuel Valls. Voilà. Ouais. Alors, comme Vincent Peillon, vous dites que les profs ont besoin plus que tout de considération... Et puis d'un gilet pare-balles aussi, quand même. Mais ça a un effet qui est aussi très, très important et très négatif, c'est qu'on a une crise des vocations pour l'enseignement dans le second degré. Ouais. C'est essentiellement sur le collège. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui a bac plus 4 ou bac plus 5, qui a passé la grègue, il préfère au fond faire n'importe quoi d'autre plutôt que d'aller se faire bombarder par des potaches mal élevés. En plus, c'est mal payé. C'est pas très bien payé. C'est vrai qu'en France, si vous regardez les professions utiles, c'est-à-dire prof, toubib, infirmière, ils ne gagnent pas de blé. C'est-à-dire les gens les plus utiles ne sont pas payés. Oui, mais en même temps, ce qui est très sympathique justement chez les profs, c'est qu'ils ne font pas ça pour gagner de l'argent. En fait, on vit dans une société, si vous voulez, qui valorise la médiatisation et l'argent. Et c'est évidemment, pour des gens qui ont passé leur vie par passion pour une discipline, et puis après pour l'enseignement, quelque chose qui est pratiquement insupportable. Vous dites du bien des ministres de Hollande. Est-ce que c'est pour contrebalancer la ligne de sac et de trousse qu'a lancée votre épouse Marie-Caroline, Nicolas Rollin? Non, mais elle a vraiment beaucoup d'humour parce qu'elle avait fait aussi une ligne de Madoff, elle avait fait Madoff. Oui, Madoff m'a tout pris, c'était génial. C'est très bien. Et moi, je me souviens d'avoir vu des dames sur les plages de Saint-Tropez avec des petits sacs Madoff m'a tout pris, mais chez elle, c'était vrai, vraiment, Madoff avait tout pris. Et ça a marché formidablement. À Saint-Tropez, moins à Gandrange. Hein. Mais dans le 7e arrondissement où elle habite, c'est là que ça a très bien marché, oui. Alors, à propos de Sarkozy, vous avez déclaré « J'ai le sentiment d'un immense gâchis. J'aurais finalement été le seul intellectuel à le défendre pendant 4 ans. » Vous oubliez Nadine Morano. Alors, Luc, quand vous ne dites pas du bien des ministres du gouvernement Hollande, vous publiez des livres. Le dernier en date s'appelle « L'invention de la vie de Bohème ». C'est publié aux éditions du Cercle d'Art. Vous y racontez l'invention de la vie de Bohème entre 1830 et la fin du 19e siècle. Alors, l'esprit bohème... né avec le romantisme, en fait. Et le romantisme devient à la fois révolutionnaire, républicain et même parfois libertaire et anarchiste. Il faut rappeler qu'à l'époque, les gouvernements sont des gouvernements ultra-conservateurs, et donc ils s'appellent les fumistes, ils s'appellent les je m'en foutistes, ils s'appellent les incohérents, ils s'appellent les hirsutes. Rimbaud appartient à ces groupes-là, et donc ils veulent à la fois déconstruire ou casser, faire table rase du passé, mais aussi leur vrai but, c'est d'enjoliver la vie quotidienne. C'est ça que j'aime chez eux. Ils font des expositions immenses. Il y a jusqu'à 20 000 personnes qui se pressent dans ces expositions. Les rues de Paris sont bloquées. Et ils exposent quoi? Des peignes pour chauves, des balançoires de murs pour calmer les enfants turbulents. Alphonse Sallet, qui est un type génial, invente un objet que j'adore. Il invente un aquarium en verre dépoli pour poissons timides. Et ça les fait énormément rigoler. C'est incroyable de modernité. Ils inventent les monochromes, ils inventent les ready-made, ils inventent les collages, ils inventent tout ce que l'art moderne va reprendre avec Duchamp, avec Malevich. Alors, par exemple, Alphonse Sallet, toujours lui, il invente un des premiers monochromes qui est donc un grand tableau rouge, et ça s'appelle la cueillette des tomates au bord de la mer Rouge par des cardinaux apoplectiques. Alors ça les fait énormément rire, ils adorent ça. C'est à la fois, si vous voulez, la préhistoire de l'art moderne et la préhistoire de mai 68. La bohème, c'est le culte de la marginalité, mais aussi la liberté sexuelle, la haine des vieux, la découverte des paradis artificiels, la célébration de la fête. Enfin, il s'agit de choquer le bourgeois, et l'expression apparaît à l'époque. Alors la bohème a inventé le XXe siècle, jusqu'à la fusion avec les bourgeois pour donner les bobos, les bourgeois bohèmes.
progressivement, ce sont les grands bourgeois. Le premier, c'est Pompidou, qui au fond va être passionné d'art moderne. Et aujourd'hui, on a François Pinault, Bernard Arnault, Marc Ladreit de la Charrière, enfin beaucoup de gens qui sont des grands capitaines d'industrie ou des grands financiers, qui vont se passionner pour l'art moderne, qui vont se passionner pour les bohèmes, ou les bohèmes d'aujourd'hui, parce qu'au fond, dans le monde de l'industrie, dans le capitalisme moderne, l'innovation, c'est-à-dire la rupture avec la tradition, est devenue une nécessité. Et au fond, ces grands capitaines d'industrie vont reconnaître dans l'art moderne quelque chose qui leur ressemble, c'est-à-dire la logique de la révolution permanente et de l'innovation permanente. Et donc la figure du bobo, c'est-à-dire la réconciliation du bourgeois et du bohème qui se détestaient au XIXe siècle, est quelque chose qui est très très significatif de la période actuelle. Les artistes sont de gauche et ceux qui les achètent sont de droite. C'est ça qui est assez fascinant. Alors, il y a ça, évidemment, et puis il y a la collection Sagesse d'hier et d'aujourd'hui, avec le Figaro et le Point. Alors, philosopher, c'est apprendre à vivre. Vous savez que c'est une citation de Comte Sponville, quand même. Pas du tout, c'est le titre de mon livre, Apprendre à vivre. Et je pense que l'une des grandes tâches de la philosophie, en effet, c'est de nous aider à vivre et pas simplement de nous aider à mourir. Voilà. Et donc, c'est en fait le titre de mon livre. Alors que André, si André Comte Sponville l'a utilisé dans Impromptu, j'adore. Je me suis dit, il a piqué la formule d'André. Je me demandais, je pense donc je suis, c'est de vous? C'était la fin de SLT. On se retrouve après la pub avec Audrey Vernon et Guillaume Pelletier pour discuter avec nous de l'actualité de la semaine. À tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie de Luc Ferry. Et nous accueillons Audrey Vernon et Guillaume Pelletier. Audrey Vernon, bonsoir. Vous êtes donc la speakerine de Canal+ décalé, mais vous êtes surtout la première comédienne à présenter un one-woman show économique. Ça s'appelle Comment épouser un milliardaire. Et vous y parlez de plans sociaux, de CAC 40, de chômeurs, de milliardaires, alors que vous auriez pu faire un carton en disant que les mecs sont des salauds, que les armoires Ikea sont difficiles à monter. C'est vrai que les mecs sont des salauds et que les armoires Ikea sont difficiles à monter, mais bon... C'est à peu près le pain quotidien de tous les humoristes, ce sont les poussettes à 3 roues. Donc bravo, déjà. D'accord, merci. Voilà. Non, moi, en ce qui concerne Ikea, je parle plutôt de Ingvar Kamprad, le milliardaire qui le possède. Oui. Puisque je trouve ça plus sujet à plaisanterie, puisque c'est une des 1226 personnes qui récoltent toute la plus-value du monde et qui a l'avantage de payer que 3% d'impôts, par exemple. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez drôle. Donc, il vous restait l'humour économique. Quand vous êtes arrivé, donc vous étiez la dernière des comiques et les autres, c'était déjà répartis les sujets rigolos ou c'est une volonté de votre part? Finalement, j'ai bien choisi parce que j'ai commencé à l'écrire 3 ans avant la crise et puis grâce à ça, maintenant, c'est un sujet d'actualité. Bien sûr. Alors, il y avait le cancer, mais c'était un peu trop grand public quand même. Un peu répandu. Alors, c'est vrai que le positionnement comique marxiste dénonçant les excès du grand capital, à notre époque, ça devrait cartonner. Hein. On vous voit là avec Marx, d'ailleurs. Là, c'est sur la tombe de Marx à Londres, au cimetière d'Highgate. Il avait une si grosse tête que ça, Marx? Oui, parce que j'ai fait un autre spectacle qui s'appelle Marx et Jenny. Oui. Et donc, du coup, je suis allée sur tous les lieux marxistes à Londres, puisqu'on sait assez peu que Marx a passé toute sa vie un peu à Paris, à Bruxelles et puis à Londres. Alors, on aura compris que vous n'êtes pas là pour faire le clown. Vous dites, l'utilité des artistes, c'est de donner une force au public et pas de le divertir. Le spectacle doit redonner courage et foi aux gens plutôt que leur faire oublier leurs soucis. Oui, je suis un peu contre le divertissement. C'était Pascal qui était contre le divertissement aussi. Bien vu, Thierry. Bien vu. Avec vous, mon cher, je suis obligé quand même. Oui, obligé de réviser avant, vous voyez, je l'ai vu. Oscar Wilde aussi disait qu'il ne fallait pas divertir les pauvres, mais au contraire, éradiquer la pauvreté. Ouais. Ce spectacle dénonce donc les inégalités sociales, le comportement des milliardaires. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes allé le jouer dans des usines en grève ou des usines subissant des plans sociaux, à Rosselange pour les salariés d'ArcelorMittal, à Gemnos pour les salariés de Fralib, le fameux thé éléphant, chez les Conti, vraiment dans des usines, quoi. Ça, c'est à Florange, ça. J'y étais il y a 3 jours, d'ailleurs. Ouais. Les sidérurgistes m'ont fait visiter. Il faut savoir que François Hollande n'est même pas rentré. Ouais. Donc ça sert vraiment à quoi d'être président. Mittal a décidé de fermer les 2 derniers hauts fourneaux de Moselle, alors que l'usine est rentable.
Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir de France avec les brevets qui ont été conçus à Florange, notamment l'Usibor, qui est un peu leur bébé là-bas. Et il va fabriquer l'Usibor dans les usines low cost du Kazakhstan et de l'Inde. Donc c'est-à-dire qu'il y a 60 ans de brevets français de recherche et développement qui vont partir de France avec Mittal. Donc voilà, donc François Hollande avait dit qu'il ferait passer une loi pour que les ouvriers aient le droit de reprendre leur usine à partir du moment où les milliardaires n'en voulaient plus. Parce que les milliardaires, c'est un peu comme les chiens, quoi. Ils disent toujours je veux pas de mon os, mais je veux que personne d'autre l'ait, quoi. Donc si dans 1 mois et demi, cette loi n'est pas passée, les hauts fourneaux risquent d'être détruits. C'est gai, non? Oui, c'est très gai. Je ne suis pas du tout diverti, vous voyez, là. Non. Bien que vous soyez extrêmement agréable à regarder, je ne suis pas diverti. D'accord. Alors, vous dites jouer dans une usine occupée avec 400 syndicalistes qui entonnent l'international, c'est une de mes plus belles expériences sur scène. Oui, c'est vrai. J'ai eu la chance de jouer dans l'usine Fralib, à l'époque où elle était occupée. Ouais. Alors, Audrey, on dit que le patron d'Alcatel est fou de vous, qu'il a viré 1200 employés rien que pour vous avoir chez lui la semaine prochaine. Last but not least, vous vous en prenez à l'icône sacrée de la société de consommation, Apple. Vous expliquez que les usines de Foxconn en Chine ne valent pas mieux que les sweat houses de Londres au XIXe siècle. Vous dites, nous savons que des enfants y sont réduits en esclavage pour fabriquer des smartphones. Nous verrons ces images dans 20 ans et on nous accusera de complicité de crimes contre l'humanité. Comme les nazis, personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Oui, je trouve que même s'il n'y a pas d'extermination de masse actuellement, on est assez complaisant en estimant qu'il n'y a pas de gravité, qu'il n'y a pas de crime, alors qu'il y a quand même des gens qui vivent dans des camps de travail à neuf, dans les dortoirs, il y a des barreaux aux fenêtres, il y a des filets anti-suicide, on le sait. Et pourtant, on glorifie Apple. Personne ne dit jamais rien. Quand il y a un nouvel cette Apple marque qui sort, ça fait la une du journal télévisé du service public. Mais il y a rarement, effectivement, des reportages sur Foxconn, c'est vrai, oui. Et puis il y a même un think tank français qui a dit à François Hollande qu'il faudrait que les pôles emploi ressemblent à des Apple Store. Ouais. Alors que c'est quand même un lieu de misère affective et sociale. Les Apple Store, c'est atroce. Même les employés français, ils les payent mal. Moi, j'ai un vieux Nokia. Est-ce que ça fait de moi un juste? Non, c'est tout pareil. Nokia, BBR, tout pareil. C'est tout fabriqué au même endroit chez Terrigou, qui est un milliardaire, à Shenzhen. Il a 900 000 employés, dont 200 000 à Shenzhen. Il en a aussi en Hongrie. Et il fait des téléphones pour le monde entier, oui. Oui, et des ordinateurs et des imprimantes, sans vouloir vous culpabiliser. Ouais. Vous avez l'air dubitatif, Luc. La comparaison, pardon, excusez-moi, mais entre Apple et le nazisme me laisse toujours sans voix, parce que c'est une banalisation du nazisme, si vous voulez. C'est ça qui est terrifiant. Non pas qu'il faille dire que ce que fait Apple est bien, mais arrêtez de comparer avec le nazisme, parce que ça n'a quand même rien à voir. Donc les camps de travail pour fabriquer des téléphones, vous trouvez ça pas grave? Mais c'est pas des camps de travail, arrêtez de déconner. Je veux dire, arrêtez de dire n'importe quoi. Mais c'est pas des camps de travail. Et si on regardait le travail aussi dans ces pays-là, dans lesquels c'est fabriqué, il faut voir aussi que pour eux, c'est un moyen de sortir de la misère. Vous avez 300 millions de Chinois qui sortent de la misère. Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Vous avez 300 millions de Chinois qui sortent de la misère aujourd'hui. Mais arrêtez, encore une fois, de dire n'importe quoi. Elle dit pas n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire, Audrey? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut interdire à la France d'importer des smartphones. Déjà, mais non. Tant qu'on ne sait pas que c'est fabriqué dans des conditions normales, bourré de produits chimiques et irrecyclables, parce qu'en plus, Apple ne récupère pas ces téléphones. Après, c'est pas consigné, par exemple. Donc ces téléphones-là finissent en Afrique, brûlés par des enfants pour récupérer les métaux, et ça empoisonne et la terre et les gens. Donc à partir du moment où la totalité du système n'est pas saine, il faut attendre. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et dire on va interdire les smartphones en France, on va fabriquer les iPhones en France, pardon, mais je vous souhaite bonne chance, c'est pas comme ça que ça marche. Donc qu'est-ce qu'on propose? Comment on critique le capitalisme? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je suis pas un homme politique, pas d'insulte entre nous. Je suis pas un homme politique, je suis ravi d'avoir été ministre de l'Éducation, mais je ne suis pas ministre de l'économie et des finances, je ne suis pas en charge de ces dossiers. Je vous dis simplement que le capitalisme, c'est ce qui nous a séparés de la misère que décrit Victor Hugo, c'est pas ce qui nous plonge dans cette misère. C'est vrai qu'il y a beaucoup de différences entre notre époque et l'époque de Victor Hugo. Oui, évidemment, oui. C'est le jour et la nuit, oui. On est aux antipodes de ça. Alors, qu'est-ce qui nous a... Mais en France, évidemment, qui vend... Mais attendez, est-ce que quelqu'un ici vend ses dents ou ses cheveux pour faire vivre sa fille? Je vous dis une fois... Les gens qui vivent en même temps que nous sur la Terre, vous vous en fichez?
Il y a une personne sur deux qui vit avec moins de 2 $ par jour. Une personne sur deux dans le monde qui vit avec moins de 2 $ par jour. Parce qu'elle dit Vous quand même... vous ne vous sentez pas proche? Mais juste vous auriez pu être dans cette autre moitié de l'humanité. Je vous dis que la chose suivante, quel est le responsable de ça? Est-ce que c'est le capitalisme moderne? Je prétends que le capitalisme moderne, c'est ce qui nous a sortis de la misère. C'est pas ce qui nous plonge dans la misère. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Ce qu'il faut faire, c'est corriger le tir. Si vous n'avez pas de richesse, vous ne pouvez pas non plus les partager. Pour les Chinois, pour les Indiens, ce capitalisme atroce que vous décrivez, c'est aussi ce qui sort des centaines de millions de gens de la misère aujourd'hui. Ok, j'arriverai pas à vous départager. De toute façon, vous boirez un coup ensemble après l'émission, tous les deux. Avec joie. Oh, j'ai gagné quand même. Guillaume Pelletier, rebonsoir. Alors, vous avez successivement appartenu au Front National de Jean-Marie Le Pen, au Mouvement National Républicain de Bruno Maigret, au Mouvement pour la France de Philippe de Villiers et à l'UMP de Jean-François Copé. Vous faites une collection des pins de partis politiques? Ah, le pauvre Guillaume. Bah, oui, j'ai un parcours à l'image de ma génération. Ouais. Dans les années 90, j'ai milité 1 an... C'était au siècle dernier, au Front National. Mitterrand était à Vichy, Jospin était trotskiste et Chirac vendait l'humanité. Absolument. Donc, ce qui est important, c'est le parcours. Voilà. C'est pas d'où l'on vient, mais où l'on va. Ah d'accord, très bien. Alors, vous êtes à l'UMP, vous allez finir où? À l'extrême gauche, non? Non, parce que j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas Sarkozy. Oh. Il m'a réconcilié avec plein de choses. C'était hyper intéressant ce débat, parce que je suis d'accord avec Luc sur... il faut faire très attention à la comparaison hâtive vis-à-vis des barbaries du XXe siècle, parce qu'on est quand même sorti de tout ça. Et en même temps, je suis très touché par ce que vous dites, parce que cette capacité d'indignation me marque, et je crois que notre génération doit la conserver, mais que notre responsabilité avec le temps qui passe, c'est de trouver des solutions. Là où Luc Ferré a raison, si on croit que nous seuls, Français, là, on va interdire les Apple en France, c'est une illusion. On peut se faire plaisir, se le dire, c'est pas vrai. Si par contre, au niveau européen, on arrive à serrer les coudes et à dire il y a 300 millions de consommateurs en Europe, dont vous avez tous besoin, les Chinois, les Américains. À ce titre, on peut imposer des règles, et des règles strictes et de plus en plus strictes. Ça, c'est possible, mais ça mettra du temps. Alors, au sein de l'UMP, vous êtes en charge des études d'opinion. Vous savez pourquoi, à l'époque de Sarkozy, à l'Élysée, les sondages ont coûté si cher? C'est une tradition assez ancienne et poursuivie par François Hollande. D'accord, mais enfin, il a dépensé des fortunes. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des sondages pour savoir quelle cravate il devait mettre le matin, ou quel prénom il fallait pour sa fille, non? Non, mais vous savez que tous les jours, les gouvernants tentent d'évaluer ce qu'ils vont mettre en place, ce qu'ils ont mis en place ou ce qu'ils vont mettre en place. Ouais, c'est peut-être excessif. Alors, vous avez récemment dîné avec Nicolas et Carla. Vous avez pris quoi, du couscous? Non, je déconne. Non, je déconne. Je déconne. Ça s'est passé comment? Il mange proprement, au moins? Je vais pas le raconter parce que j'ai été porte-parole. Non, mais j'étais porte-parole de Sarko. Alors, Guillaume, alors. Non, mais demandez-leur. Moi, j'étais porte-parole de Sarko pendant la campagne présidentielle. Oui, je sais, oui. Ça a été absolument passionnant. Ça a été une campagne à laquelle j'adhère à 100%. Et c'est dans cette perspective, dans ce prolongement, que j'ai créé la droite forte, dans la perspective du congrès de l'UMP. Oui, vous êtes plutôt sur la ligne Patrick Buisson, hein, qui est tout à fait opposé à la ligne de Luc Ferry, qui lui est plus... J'ai pas aimé la campagne. Mais non, mais divergence. Mais on a des positions, je pense, très communes sur l'école, sur le logement. Pourquoi? Moi, je viens d'un milieu modeste. Je m'en suis sorti par l'école, par la République. Et c'est ça qui m'intéresse. Et la magie de 2007, qu'on n'a sans doute pas retrouvée en 2012, c'était d'offrir une perspective et une espérance au peuple français. Alors, Nicolas Sarkozy, je ne sais pas s'il vous a dit, mais il avait prévu de ne pas revenir en politique. Et quand il a vu le petit sac et la petite trousse j'aime bien qu'on revienne au de Marie-Caroline Ferry. Et d'ailleurs, une anecdote, je fais un meeting à peu près tous les soirs depuis un mois jusqu'au 18 novembre, dans la perspective du congrès pour la droite forte. Vous défendez qui, vous? J'ai pas pris position pour Fillon ou Copé. Nous, c'est la droite forte, c'est le courant Sarkozy, c'est zéro militant. C'est celui qui marche le mieux pour le moment. Hein. Et voilà, on est très nettement en tête. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, notre slogan, c'est Nicolas revient. Nicolas revient dans tous les meetings. Bah ça marche très bien parce que le peuple de droite est sarkozyste avant tout, aujourd'hui. Alors, vous avez réclamé l'embauche de journalistes de droite à la télévision. Pourquoi vous pensez que Ferrari, Chazal, Pernaut, Pujadas, c'est eux qui ont fait perdre Sarkozy? Putain, mais sale gauchiste. Ah ouais. J'assume totalement le fait de dire, comme une majorité de Français, dans le ressenti et dans la réalité des chiffres, puisque 74% des journalistes, selon Harris Twitter, ont voté François Hollande, 99% des étudiants en journalisme à Paris et à Lille, dans l'urne, ont voté François Hollande, qui a une surreprésentation de la gauche dans les médias, c'est incontestable. On demande juste, au nom du pluralisme démocratique, pas plus que les autres, mais autant que les autres, qu'il y ait une juste représentation. J'aimerais, par exemple, qu'à la fin du 20h de France 2 ou le matin sur France Inter,
il y ait un débat régulier entre un journaliste de droite et un journaliste de gauche pour que chacun se sente représenté. Moi, quand je suis invité le matin par Pascal Clark sur France Inter, j'ai pas tellement l'impression d'être reçu par une journaliste. Sur le fond, vous avez sans doute raison, mais imaginez que vous trouviez le journaliste de droite pas assez à droite. Vous lui demandez de démissionner. C'est plus tellement un problème de droite-gauche. C'est au-delà de ça. On est dans un pays où j'ai l'impression que sur des sujets essentiels, on ne peut plus rien dire sans être catalogué. On ne peut plus dire « j'aime la France » sans être soupçonné de raciste. On ne peut plus dire « je suis attaché au modèle familial » sans être soupçonné d'homophobe. Je suis attaché à la laïcité, à la lutte contre l'islamisme radical sans être traité d'islamophobe, etc. etc. Ouais. Eh bien, moi, je revendique la liberté de penser et la liberté des débats. Voilà. Alors, il y a une chose quand même qui devrait vous rassurer, c'est que les journalistes sont peut-être de gauche, mais les patrons de chaîne, ils sont tous de droite. Ouais, mais on les voit pas beaucoup, on les entend pas beaucoup. C'est eux qui dirigent quand même. Hein, oui. Alors, vous avez également demandé une charte républicaine pour les musulmans de France. Pour les bouddhistes, on fait quoi? C'est un sujet central et très compliqué. Les bouddhistes? Non, la question de la place de l'islam dans la République. Ouais. Et je trouve qu'on a collectivement échoué. Ouais. Alors, vous voulez faire inscrire dans la Constitution que la France est un pays de tradition chrétienne. Est-ce qu'on dit aussi que c'est une tradition de guerre perdue, de dénoncer ses voisins aux Allemands? Non. La phrase exacte à laquelle je suis moi très attaché, c'est un peu mon histoire, et puis je pense que c'est l'histoire de la France, c'est que la France est une république laïque de tradition chrétienne. Ouais. De tradition chrétienne parce qu'il suffit de se promener en France ou d'aimer l'histoire de France, les 45 000 clochers, les noms de nos villages, tout le patrimoine historique et culturel dont nous héritons, que nous voulons transmettre. Ça ne veut pas dire que d'autres religions n'ont pas leur place en France, bien au contraire. Faut-il inscrire dans la Constitution le droit inaliénable des enfants français à pouvoir manger des pains au chocolat pendant le ramadan, par exemple? On peut parler à l'infini de l'exemple du pain au chocolat, heureux, malheureux. Mais Jean-François Copé, on ne peut pas lui dénier le courage d'avoir dénoncé des situations qui existent dans nos territoires. Oui. Si l'homme politique, l'homme public n'est pas capable de dénoncer des faits graves par rapport au pacte républicain, alors il n'est plus un homme politique. Mais dans ce cas-là, qu'il dénonce les vols des multinationales d'abord. Parce qu'on ne peut pas dire aux enfants de ne pas voler un pain au chocolat quand des chefs d'entreprise, des gens ne payent pas d'impôts en France, par exemple. Mais je vais vous dire. Ou s'en vont avec les brevets. Comment vous voulez enseigner la justice? Il n'y a pas de justice. C'est sans doute le mot-clé. Mais il faut marcher sur deux jambes. C'est-à-dire qu'il y a la... J'ai expliqué la jambe. Vous êtes à fond. Pas du tout, j'ai parlé d'économie sociale. Vous êtes sur le dos des pauvres. Ah non, pas du tout. Mais bien sûr que si. Non, moi je crois avant tout... On leur pardonne rien. Moi j'ai rien contre les pauvres et les riches. J'en ai marre d'ailleurs de cette opposition débile par la gauche entre les riches et les pauvres. L'enjeu, c'est pas de supprimer les riches, c'est de supprimer la pauvreté. C'est quand même pas la même chose. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on veut vivre ensemble et construire ensemble une communauté de destin. Bien. On n'a pas le temps de parler des pains au raisin. Des chaussons aux pommes. Ni des chaussons aux pommes. Non, mais c'est dommage, mais bon. On passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est Sophie Marinopoulos, psychologue, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Hollande avait promis le changement, eh bien, en 2013, la loi autorisera le mariage entre deux personnes du même sexe. Et comme tous les couples mariés, les couples homosexuels auront le droit d'adopter des enfants. Alors, qu'est-ce que ça va changer? En fait, pour la plupart des gens, ça ne changera rien. En Espagne, où le mariage homosexuel est légal depuis 2005, il y en a environ 3000 par an, ce qui représente moins de 2% des gens qui se marient. Le mariage pour tous concerne donc très peu de monde. Mais c'est une question de principe. Si les homosexuels n'ont pas les mêmes droits que tout le monde, c'est une forme de discrimination. Donc, tout le monde va devoir adopter une nouvelle définition du mariage. Ainsi, du point de vue administratif, les mots père et mère devraient disparaître des documents officiels comme le livret de famille ou l'acte de naissance. À la place, on utilisera un terme sexuellement neutre comme parent. Ce qui fait que du point de vue de l'État, une mère et un père, ça deviendra la même chose, puisqu'on emploiera le même mot pour les désigner. Il faudra juste préciser parent 1 ou parent 2. Alors bien sûr, ça bouscule nos repères. Mais est-ce que ça affaiblit l'institution du mariage? Au contraire. Le fait que les homosexuels militent pour se passer la bague au doigt, c'est le triomphe du bon vieux modèle hétéro. Ça prouve bien que le modèle du couple qui se jure fidélité pour fonder une famille est indépassable. Soi-disant que c'était ringard de se coucher tous les soirs avec la même personne. Soi-disant que c'était débile de faire rimer amour avec toujours. Mais dans le fond, le mariage, c'est le secret du bonheur. Enfin, surtout au début. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image
de Julien Grap. Sophie Marinopoulos, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue et psychanalyste. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors oui, le mariage pour tous, l'homoparentalité, le débat fait rage. Oui ou non, peut-on amener un bébé au Queen le samedi soir? Un enfant pourra-t-il supporter d'avoir 2 mères juives? On n'en sait rien. Les questions sont nombreuses. C'est angoissant. Angoissant. Alors, prenons les choses dans l'ordre. Alors, le droit au mariage et à l'adoption aux couples homosexuels sera au programme du Conseil des ministres mercredi, mais pas la procréation médicalement assistée. C'est tout le problème. Alors, on va commencer avec le mariage pour tous. 60% des Français y sont favorables. Il y a quelques irréductibles pour qui le Pacs, c'est déjà bien suffisant. Mais globalement, la France entière est pour le mariage pour tous. Et vous, Guillaume Pelletier? Moi, je ne suis pas pour le mariage pour tous. Je suis attaché à cette image assez classique et évidente pour moi, fondée sur la filiation. C'est-à-dire que, faut savoir ce que veut le gouvernement socialiste. C'est d'allier le mariage et l'adoption. Or, à ce titre, on va à l'encontre d'une évidence biologique, scientifique, incontestable, depuis toujours et pour toujours, c'est qu'il faudra toujours un père ou une mère, un homme et une femme pour avoir des enfants. Qu'est-ce qu'on est en train d'inverser? On est en train de parler des droits à l'enfant qui seraient supérieurs aux droits de l'enfant. C'est quoi l'adoption? Normalement, c'est d'offrir à un enfant des parents qu'il n'a pas. Et avec leur truc, ce sera quoi? D'offrir à des parents qui n'ont pas d'enfants un enfant qu'ils n'ont pas? Moi, je trouve ça absolument hallucinant. Il n'y aura plus de père, il n'y aura plus de mère, il y aura un parent 1, un parent 2. Oui. Alors le parent 2 râlera parce qu'il voudra devenir parent 1 et le parent 1 voudra... C'est sûr qu'être parent 2, on est vraiment dans le grand délire. Être parent 2, c'est moins bien qu'être parent 1. Voilà, voilà. Oui. Et donc, à l'avantage, un homme, une femme, on est dans l'égalité. Ah ben là, voilà, on sait qui est numéro 1, là. Et c'est dans le meilleur des mondes possibles. Bon alors, Audrey. Je suis pour le mariage pour tous. Je trouve que c'est un débat qui n'a pas mais grand alors, si on va intérêt. par là, alors attendez, si tous les modes de vie sont égaux, au nom de quoi interdire à 3 personnes qui vivent ensemble et qui s'aiment de se marier? C'est pas la même chose. Ben non. Les homosexuels, ils peuvent dire à juste titre, moi, c'est pas mon problème, mais ils peuvent dire à juste titre, vous avez déculpabilisé le sexe. Parce qu'il faut rappeler qu'en 1990 encore, l'Organisation mondiale de la santé définissait l'homosexualité comme une maladie. Oui. Bon. Donc on a autorisé aux homosexuels la sexualité, c'est dépénalisé, décriminalisé, et au fond ils disent, vous nous interdisez l'amour, parce qu'on a envie de se marier. À ce moment-là, pourquoi Voilà, quand on voit les on aurait des homosexuels... préjugés sur la polygamie? Pratiquement personne ne le demande, tandis qu'il y a des homosexuels... Attendez. Non, pratiquement personne. Mais non, ça c'est l'argument de Barbarin, ça tient pas la route. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'il y a des gens qui disent, voilà, vous nous avez autorisé le sexe, vous nous refusez l'amour. Et je dis, après tout, s'ils veulent se marier, quelle raison aurais-je d'interdire aux autres de faire quelque chose qu'ils veulent faire? Je n'en ai aucune. Voilà. D'accord. Ça, c'est le mariage. Sur l'adoption... Je dis simplement qu'il faut rappeler, parce que les gens ne le savent pas, que les célibataires en France ont le droit d'adopter. Donc voilà. Oui. Qu'ils soient homosexuels ou pas, ils ont le droit d'adopter. Et donc il y a au minimum 25 000 enfants qui vivent aujourd'hui dans des couples homosexuels, masculins ou féminins. Donc c'est fait déjà. Oui. Et donc je dis simplement la chose suivante, c'est que dans l'intérêt de l'enfant, je me place du point de vue de l'enfant. Il a intérêt, cet enfant, à ce que les 2 parents soient à égalité, parce qu'en cas de décès du parent officiel, du parent 1, ou en cas de séparation, le parent 2 n'a aucun droit. Et donc je dis, en tout cas, de ce point de vue-là, il faut régler le problème. Ça n'est pas normal, ça n'est pas acceptable. C'est un élément du dossier qu'on ne prend jamais en compte et qui est très important. D'accord. Et maintenant, c'est à vous, ma chère amie. On change l'institution du mariage, faisons l'institution de l'amour. Les homosexuels se marient, les hétérosexuels se marient, enfin tout le monde se marie, voilà. Ça, c'est une chose. Maintenant, les enfants. De quoi a besoin un enfant pour se développer, pour grandir, pour exister, pour s'inscrire et s'originer dans une histoire de vie? Il a besoin que son histoire soit crédible. C'est-à-dire que sa naissance soit crédible. Il a besoin de naître dans l'hétérosexualité. Il a besoin de naître du masculin et du féminin, d'un père et d'une mère. Et donc, c'est cette question-là, je pense, que les psychanalystes, et là-dessus, on ne se bagarre pas, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. On souhaiterait que l'acte de naissance de l'enfant soit protégé. J'aimerais qu'on promette aux enfants qu'on va respecter leur naissance et que, toujours, ils naîtront avec un père et une mère et que ça sera jamais supprimé. Le problème, c'est qu'on a un courant, un lobbying, on a des idéologues qui veulent absolument transformer l'ensemble de la naissance des enfants au nom d'une demande qui leur est propre. C'est extrêmement...
C'est extrêmement contrariant. Évidemment, dire que 2 papas fabriquent un enfant, c'est un mensonge. On ne fonde pas une relation claire sur un mensonge. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais ce que je dis, c'est que pour moi, l'éducation, c'est 3 choses. C'est l'amour, c'est la loi et c'est les grandes œuvres, les savoirs. Est-ce que vous croyez sérieusement que des homosexuels ne sont pas capables de transmettre ça? Mais c'est pas la question. Mais c'est la seule qui vaille. Ça y est, La filiation, je m'en fous de la filiation. Ça y est, vous Voilà. avez évacué l'enfant. Allez, hop. Mais au contraire, je parle dans son intérêt à lui. Ce qui est très surprenant quand même, c'est qu'on entend ici qu'on peut avoir un discours, mais que la symbolique, l'inscription symbolique, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire, on peut mettre « t'es né de papa A et papa B » ou « parent A et parent B », et puis on va dire autre chose à l'enfant. On prend vraiment les enfants pour des imbéciles. Mais pas du tout. Attendez, Luc, Sophie, attendez, je voudrais avancer. Donc, vous dites finalement, la filiation homoparentale, n'est-ce pas réaliser le fantasme de faire un enfant sans se colter avec l'autre sexe? C'est une des grandes préoccupations que l'on a aujourd'hui, c'est de voir à quel point, en effet, on est dans l'évitement de la rencontre. C'est une problématique globale. Hein. Alors c'est marrant parce qu'on parle de l'amour énormément, on n'a jamais autant parlé de l'amour, et en même temps, on est dans la fuite systématique des rencontres affectives. Hein. Internet fonctionne très bien, il y a un pourcentage très important de couples qui font des demandes de procréation médicalement assistée parce qu'ils n'ont pas de relation sexuelle. Pas parce qu'il y a une infertilité de monsieur ou de madame, mais parce qu'ils n'ont pas de relation sexuelle. C'est ça, c'est le refus de se colter à l'autre, quoi. C'est le refus de la rencontre de l'autre. Oui. Alors, maintenant, c'est aux philosophes, aux grands philosophes que je m'adresse. Est-ce que tout ça, c'est un progrès ou une marque de décadence de la civilisation? Moi, je pense que c'est un immense progrès. Audrey? Je vais rester dans le domaine que je connais, c'est-à-dire l'économie, puisqu'on parle d'ovocytes, c'est $6 000 pour vendre ces ovocytes. Et donc, ce sont des étudiantes américaines qui font ça pour payer leurs études. Est-ce que vendre une partie de soi pour payer ses études, c'est quelque chose, c'est un progrès pour la civilisation? Je ne sais pas si naître d'une telle détresse économique est une bonne chose. Guillaume Pelletier. C'est le progrès de la décadence du progrès. Si c'est le progrès de la décadence, vous avez répondu. Je suis très attaché à la laïcité et en même temps respectueux du fait religieux. Et quand dans une société, sur un tel sujet, vous avez une unanimité des 3 grandes religions, juive, musulmane, chrétienne, qui rejettent le mariage homosexuel. Et les religions. On peut aussi ne pas faire partie de ces 3 grandes religions. On est d'accord, mais elles ont une influence dans la société. Est-ce que, si cette loi passait, on n'arriverait pas à un rejet par ces 3 religions du mariage civil pour mettre à l'honneur et dissocier du mariage civil le mariage religieux? Et on aurait donc des tentations communautaristes très dangereuses, comme on le sent dans certains quartiers. Progrès ou décadence? Décadence du progrès ou progrès de la décadence? Oh, faucheton. Je vous ai connu plus clair, Pelletier. Eh bien, progrès si on sait poser nos limites. Je ne pense pas qu'on puisse parler de décadence. Ça serait vouloir rejeter notre modernité, ça serait une erreur. Il me semble que... Mais il faut qu'on accepte les limites, ce qui est notre grande difficulté aujourd'hui. Eh bien voilà, donc on s'arrête. Audrey, merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'était la B2 de SLT. On se retrouve après la pub avec le zapping, Gaspard Proust et notre invité du samedi 20h. Ce soir, Ségolène de Margerie, atteinte d'un cancer à 26 ans, qui nous racontera sa lutte victorieuse contre la maladie. A tout de suite. Bonsoir les carrières. Bonsoir les carrières. Nous sommes toujours en compagnie de Luc Ferry, de Sophie Marinopoulos, de Guillaume Pelletier. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Ségolène de Margerie. Bonsoir. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour Elle est pas belle la vie. Alors, parmi nous, ce soir, un philosophe, ce qui m'a inspiré un constat assez profond. Enfin, quand on voit la situation en Grèce, on se dit que c'est normal que ce soit le pays qui a inventé la philo. Bah oui, quand on n'a pas les moyens de s'en sortir, autant avoir les outils pour relativiser son échec. Qu'est-ce que la philo? Le christianisme des athées. Gaspard Proust, humoriste haut de gamme. On passe à la suivante. La fameuse photo d'Arnaud Montebourg a fait la semaine. Alors moi, j'ai pas très bien compris quoi. C'est quoi ça? Encore une pub pour le mariage gay? Alors, on m'a expliqué que c'est censé représenter la France qui réussit. Tu vois, une marinière, un mixeur. Tu vois, Arnaud Montebourg, le mannequin des vides-greniers du 11e arrondissement. Alors, ok, il a une montre Herbelin, soi-disant de luxe. Tu vois, une montre de luxe avec un nom de camembert ou de biscotte. Enfin,
Comme si les Allemands faisaient des voitures haut de gamme avec des prénoms de concierges espagnols. S'il voulait vraiment marquer le coup, il aurait mieux fait de poser en costume Dior, bottines Berluti, dans un Rafale avec une escalope de foie gras posée sur la gauche. Alors heureusement que sa copine porte des lunettes à 15 000 €, il y en a au moins un pour attraper l'autre. De toute façon, politiquement, il n'y a rien à dire. Je veux dire, Hollande impériale de gouvernance, héros incandescent de charisme, Valls unique boulet du gouvernement. Alors moi, ça suffit, le Hollande bashing, moi je vais pas le critiquer. Plus ça passe, plus je le trouve sympa, quoi. Pour une fois qu'il y a un type qui met un peu de poésie dans la politique. Quand je le vois, il me fait penser à un personnage de Jacques Tati faisant du pédalo au milieu du Cap Horn. Il manque un truc sur le portrait officiel du président. Si c'est Magritte qui l'avait fait, il aurait écrit « Ceci n'est pas un président ». Et puis Jean-Marc Ayrault, pareil, quoi. Enfin, il a pris son autonomie, quoi. Enfin, plus besoin de ses ministres pour cafouiller. C'est un génie, Ayrault. Le Buster Keaton du texte législatif foutu d'avance. Et le type, il vient à la radio pour dire « Oh, on a fait un texte, mais ça ne passera pas, quoi. » C'est vraiment un humour, quoi. Le type, il a de la peine à recadrer ses ministres. Il annonce une opération pour pacifier la Corse. Ouais. Ben voyons. Le chef des logis, Jean-Marc, il lance l'opération Tempête du Maquis. Alors, résultat, 2 jours plus tard, nouveau mort sur l'île. À mon avis, le Corse, il est mort de rire, quoi, en apprenant que c'est Ayrault qui allait le cadrer, quoi. Alors, ça ne s'est pas su, c'est normal, c'est la tradition en Corse, par honneur. On a criblé son corps de balles. Parce que, en Corse, une mort naturelle, c'est jusqu'à 3 balles. Entre 4 et 8, c'est un différend économique. Au-delà du 8, c'est une bavure de chasse. C'est bon, quand même. Puis, au moins, il y a un truc dans ce gouvernement, il y a du désir. Il y a du désir. Najat Vallaud-Belkacem. Ah ouais, non. Comment résister à son air d'écolière ingénue qui semble dissimuler derrière son pupitre des soquettes blanches à pompons et sous sa jupe une culotte bio, c'est-à-dire rien. Pour moi, elle représente la synthèse idéale de 2 choses a priori impossibles. La volupté pédophile sans le risque de l'âge. Qu'est-ce qu'il y a ? Sur la prochaine fois que je la croise, moi j'attaque direct. Ah ouais. Alors, ça se passe bien en CM2 ? Viens chez moi, on va faire un atelier pâte à modeler. Pardon. Non, c'est un gouvernement qui semble obsédé par le cul, mais sans rien y connaître, franchement. Ils ont cette idée de rembourser la pilule dès 15 ans. Il y avait une mesure beaucoup plus simple et moins coûteuse. Encourager la sodomie. Non, mais... Oui. Ne les encouragez pas. Non, mais la sodomie, c'est quand même un beau geste de mixité sociale. La volupté du riche, la contraception du pauvre. Et plus la gauche est faible, évidemment, plus ça aiguise les appétits. Alors Borloo a décidé de créer l'UDI. Rien que le sigle, moi, j'ai pas envie d'y aller. Enfin, je veux dire, à côté OAS ou STO, c'est plus sexy. Mais quand tu vois les parrains, Giscard, Simone Veil, on est en 2012. On est en 2012, ils convoquent les 30 Glorieuses. Enfin, c'est qui va faire la bande-son du clip de campagne ? Vladimir Cosma ? Un peu de compassion chrétienne. Même vous, Pelletier, franchement, vous, de toute façon aussi, vous avez fait des conneries. Enfin, faut arrêter le rapport Mera qui constate que la DCRI a sous-estimé le risque. C'est vrai, enfin, quand on lit le rapport, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Hein, c'est a priori, recel d'armes, goût pour l'escrime, frères salafistes, visionnage de cassettes d'exécution, intérêt prononcé pour les tribus pakistanaises, voyage de 6 mois en Afghanistan. C'est vrai. Tu lis le rapport, tu dis ce mec, c'est pas un terroriste, c'est un ethnologue. C'est un peu le Claude Lévi-Strauss de la cage d'escalier. Enfin, si on lui avait laissé le temps, il n'aurait pas pondu triste tropique, mais facétieux Pashtun. De toute façon, qu'on cesse les stigmatisations, ça c'est le grand mot, la stigmatisation. Par exemple, Armstrong, qui est le stigmatisé de la semaine. Alors, c'est peut-être pas un exemple pour les jeunes qui font du vélo, mais quel exemple pour les toxicomanes qui n'en font pas. Bravo. Alors voilà un homme qui prouve qu'on peut être toxico, gagner de l'argent, avoir une vie normale, des enfants, faire du sport, enfin...
Franchement, à part lors des descentes de police, c'est quand même rare de voir un consommateur de crack faire du jogging. Et moi, j'ai vu des toxicos en plus mauvais état, hein, franchement. Armstrong, pour un drogué, tu le mets dans une salle de shoot, tu le confonds avec le médecin de garde. Sinon, ah oui, les bonnes nouvelles de la semaine, Kerviel doit rembourser 4,9 milliards. Bah, c'est facile, lui, la seule solution, c'est le mariage gay. À part se maquer avec Bernard Arnault, je vois pas trop de solution pour lui. Hein. Et puis des trucs plus... Alors ça, c'est assez... Un peu de respect, ça, c'est un peu compliqué. À 108 ans, décès du doyen des rescapés d'Auschwitz. C'est avec ce genre d'infos que tu te rends compte que finalement, faire du sport et bouffer bio, ça sert à rien. Ah oui, j'ai oublié. Économiquement, la folie fiscale continue, oui. Maintenant, on va taxer les boissons énergisantes. C'est cool. Vu la mollesse du gouvernement, c'est dans l'ordre des choses. Il ne reste plus qu'à défiscaliser la verveine. Hein. Alors, pas belle la vie? Voilà, c'était Gaston Proust, que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. Vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via les comptes Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Ségolène de Margerie, rebonsoir. Vous êtes né le 2 juillet 1972 à Enghien-les-Bains. Père ingénieur en informatique, mère femme au foyer. Vous grandissez à Levallois-Perret, puis à Paris. Scolarité classique, puis école de communication. Vous entrez dans un cabinet conseil, mais vous vous ennuyez. Pourquoi? Au bout de 5-6 ans, j'avais envie de faire autre chose. Vous démissionnez? Oui. C'est à cette époque que vous rencontrez Jean-Charles. Vous vous mariez en 1996, vous avez 24 ans, et votre obsession, c'est d'avoir 4 enfants. On s'était mis d'accord, on voulait une famille nombreuse. Et, ouais. Pourquoi 4? Alors vous dites, je ne sais pas, je me suis toujours vu avec 4 enfants. Oui. Non mais voilà. Voilà, oui. Ça fera plaisir à Guillaume Pelletier. J'en ai 4 d'ailleurs. Oui, bien sûr. Moi aussi. Mais là, 2 ans plus tard, vous ressentez une immense fatigue qui s'abat sur vous. Vous avez du mal à monter les escaliers. Essoufflement, en fait plusieurs symptômes, mais qu'on ne reliait pas les uns aux autres. Vous avez des éruptions cutanées, des démangeaisons, des bronchites, des otites à répétition. Alors les médecins vous prescrivent des antibiotiques, mais en fait ça ne change rien. Non, c'est comme ça pendant 8 mois avec des examens à répétition. Prise de sang, radio, scanner. Aucun médecin ne pense à relier entre eux ces différents problèmes de santé. Exactement. En fait. Et c'est un kiné qui découvre que vous avez un ganglion dans le cou. Il vous conseille évidemment de faire une biopsie. Et le diagnostic tombe le 30 novembre 1998, cancer des ganglions, ce qu'on appelle la maladie d'Hodgkin. Alors c'est très rare, hein, il y en a 2000 cas donc, par an en France, 0,5% des cancers déclarés, donc c'est très très peu. C'est vrai que je ne connaissais pas du tout. Sur le moment, les mots cancer et chimio qui cognent. Enfin, je ne pensais pas du tout que ça pouvait être sérieux. On m'avait parlé de mononucléose, de tuberculose, de maladies tropicales, de n'importe quoi d'ailleurs. Et je pensais Personne n'avait pensé à ça. Et dès le début, vous vous dites, je guérirai. Le chirurgien qui m'a annoncé ça a trouvé les mots justes. Déjà, tout de suite, il m'a dit que c'était une maladie dont on guérissait. Donc, c'était plus facile aussi de rester positive. Finalement, il vous parle d'une autre patiente. Voilà. Et il vous dit, par rapport à l'autre, vous, c'est moins grave. Ce qui fait toujours plaisir quand on est malade, évidemment. Bon. Pour moi, c'était une évidence. C'était un mauvais moment à passer, un obstacle à franchir. Mais j'allais guérir. Voilà, je voyais pas les choses autrement. Et c'est cette petite flamme d'espoir là que j'avais en moi et qui m'aidait à avancer, à voir plus loin et au jour le jour, quoi. Alors pourtant, vous avez des ganglions partout. Il y en a certains qui sont gros comme des oranges et qui vous compriment les poumons. Donc c'est pas rien, quand même. Ça m'a fait un drôle d'effet quand on m'a montré le scanner. Du coup, d'avoir l'image de la maladie que je ne ressentais pas physiquement, c'est vrai que ça fait un drôle d'effet. Mais le pire reste à venir. Les médecins vous annoncent que vous ne pourrez plus jamais avoir d'enfants parce que ce traitement interdit donc d'avoir des enfants. Vous êtes dévasté. Vous continuez à dire « je veux 4 enfants ».
Ouais. Il y a une solution, c'est congeler vos ovocytes. C'est encore au stade expérimental à l'époque, mais vous le faites. Vous dites, j'ai rien à perdre, de toute façon. Exactement. À l'époque, ça se faisait que sur les animaux, en fait. Oui. Ouais. Alors, on vous place un cathéter interne sous la clavicule gauche, et puis les séances de chimio vont commencer. Ça va durer 1 an, 2 à 3 heures chaque fois. Heureusement, j'arrivais entre chaque chimio à reprendre une vie à peu près normale. Vous tapez entre chaque chimio, voilà. effectivement. Alors, pour éviter que vous perdiez vos cheveux, on vous place un casque de glace. Et ça, c'est de la torture pure. C'est de la torture. Et j'ai tenu jusqu'au bout. Il y a une vieille femme qui vous dit, moi, je préfère perdre mes cheveux qu'avoir ça sur la tête. Insupportable. Ouais. Et c'est vrai que déjà, quand on garde un glaçon longtemps sur la tête, c'est dur à supporter. Mais là, c'est la tête entièrement prise dans un casque glacé. Alors, vous découvrez aussi les effets toxiques de la maladie sur le couple. Vous perdez tout votre système pileux, sauf vos cheveux, évidemment. Mais surtout, votre poids descend à 45 kilos pour 1m65. Donc, vous êtes d'une maigreur incroyable. Oui, bon, ça va avec. On se sent vraiment faible. C'est une fatigue. Enfin, voilà, c'est un ensemble. Et là, votre mari, Jean-Charles, commence à parler de divorce, quoi. Bon, il l'a évoqué, c'était pas du quotidien, parce que bon, ça détruit d'autres choses. La chimio, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que physiquement, déjà, ça détruit le désir, ça détruit le côté technique, et c'est vrai que ça joue dans une relation. En janvier 2000, la chimio est terminée, mais il reste quelques cellules cancéreuses, ce qui vous oblige à faire une radiothérapie qui vous brûle l'œsophage au 2e degré. Mais ça marche. Alors, au départ, je l'ai vécu un peu comme une récréation parce que c'était pas douloureux comme la chimio. Donc j'allais tranquille. Mais c'est vrai que c'est au fur et à mesure, en effet, les effets ont été beaucoup plus douloureux et j'étais obligée d'avoir des patchs de morphine et c'était plus difficile à supporter. Alors là, vous allez pouvoir lancer la fabrication du 2e enfant. Vous dites, mon corps tout entier est en manque de maternité. Hélas, la joie sera de courte durée. Un scanner arrive et on vous dit c'est la rechute. Et là, c'est un coup de massue sur la tête, quoi. Pour moi, c'était terminé. Et alors là, le coup de massue. Le coup de massue parce qu'on sort déjà de quelque chose de difficile. On n'a pas du tout envie d'y retourner. Surtout que les médecins ont été clairs dès le départ en me disant ça n'a absolument rien à voir. Les traitements seront différents. On va cogner fort cette fois. Alors je me dis déjà, c'était pas mal. Voilà, donc, là, c'est le traitement de la dernière chance. Vous êtes obligé d'être interné en hôpital, perfusion 24 heures sur 24, en chambre stérile. Et là, vous frôlez la mort. Un jour, vous sortez de votre corps carrément. Vous vous retrouvez scotché au plafond et vous voyez en dessous, sur votre lit. J'étais complètement paralysée, en fait, très très affaiblie. Et c'est surtout que j'étais enfermée dans la douleur, vraiment très douloureux. Et je me suis vue sur mon lit et... C'était comme si je planais et que je ne ressentais plus rien. J'ai senti la sensation de pouvoir se laisser aller. Je me suis dit, en fait, ce serait facile de baisser les bras et d'être attirée par ce manque de douleur et quelque chose de presque naturel. Mais et non, là c'est comme si j'avais entendu une petite voix... Mon fils qui m'appelait. Et il me dit non, ma place, elle n'est pas là. Tant pis, j'accepte les souffrances, mais c'est pas le moment. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que de l'extérieur, les médecins observent évidemment que vos constantes vitales sont proches de la mort à ce moment-là. Et puis vous revenez dans votre corps et vous avez vécu en fait ce qu'on appelle une NDE, une Near Death Experience, quoi. Vous êtes pratiquement morte, quoi. Quand j'ai ouvert les yeux après, j'ai vu le lit de ma voisine qui était rentrée chez elle et je me suis dit, en fait, je suis à l'hôpital. J'ai essayé de tourner la tête difficilement vers le plafond. Mais qu'est-ce que je faisais là-haut? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas vraiment compris ce qui se passait, mais j'ai surtout ressenti d'un coup la douleur qui était revenue, et c'est ça qui est frappant. Vous dites, je ne pouvais pas mourir puisque j'avais encore 3 enfants à faire. C'est assez bien. Lors d'un week-end où, exceptionnellement, vous êtes autorisé à rentrer chez vous, vous décidez de vous faire raser la tête, parce que là, ce coup-ci, évidemment, vous commencez à perdre vos cheveux. Et je crois que c'est vraiment à ce moment-là que je me suis sentie malade. Parce que même par rapport à la première année de traitement, on essaye toujours de vivre comme si. Et là, le fait de ne plus pouvoir cacher la maladie physiquement, ça, c'est vrai que c'est terrible. Et lorsque votre fils Tanguy vous voit, vous fondez en larmes,
Et lui vous dit, t'es belle maman, tu sais, tes cheveux, ils sont juste partis en vacances. Ouais, alors ça, c'est un moment d'émotion fort parce que j'essaie de me retenir, je voyais les cheveux qui jonchaient le sol et là, nos regards sont croisés. Et là, j'ai pas pu résister. J'ai vraiment fondu en larmes. C'était, ça devenait concret et je me sentais la plus laide au monde. Et alors là, mon petit bout de chou qui me saute au cou et qui me dit, t'es belle maman, je t'aime. Et t'inquiète pas, ils sont juste partis en vacances, ils vont revenir. Formidable. Et quand on voit ces réactions, bah, ça aide aussi à garder un pied sur terre. Alors là, vous devez subir une autogreffe de moelle épinière, donc retour en chambre stérile sans Tanguy. Un jour, il vous appelle et vous lui dites, parle mon bébé, je sais que c'est dur. Et lui, il dit, non, c'est toi qui parles maman, parle sans t'arrêter. Ouais, c'était un moment où on est resté plus d'une heure au téléphone. Et c'est vrai que pour lui, il avait 3 ans et demi et finalement, j'avais été malade pendant presque toute sa vie. Et donc, c'était un moment où il dit, stop, là, c'est plus possible. Donc, ce jour-là, vous parlez 1 heure et au bout d'1 heure, il vous dit, encore combien de jours, maman? Ce qui est le titre du livre que vous avez publié pour raconter votre expérience. Et un jour, un agent de maintenance que vous aimez bien. Il ouvre la porte en grand comme ça, et j'ai pas réalisé tout de suite que il y avait plus le masque, la Charlotte, que la porte était ouverte parce que c'était. Oui, il n'était pas bien en cosmonaute. Voilà, il n'était pas bien en cosmonaute. C'est vrai que depuis plus de 3 semaines, je voyais que des yeux et des cosmonautes. Et tout d'un coup, et là j'ai réalisé, et c'est lui qui tenait à m'annoncer personnellement que c'était la fin de la plasie, que j'allais pouvoir bientôt partir. Et donc c'était technicien de surface, comme on dit, donc celui qui fait le ménage, avec qui j'avais eu un très bon contact et il amenait du sourire dans les chambres et beaucoup d'échanges humains. Et il avait dit au médecin, non, c'est moi qui lui annonce. et après, ils étaient tous dans l'encadrement de la porte en disant, ça y est, bravo. 1 an plus tard, vous faites un test de grossesse. Mais là, vous ne voulez pas faire un test à 2 balles dans une pharmacie. Vous allez dans un labo et on vous dit que vous êtes enceinte. Voilà. C'est très symbolique parce que je l'ai appris le 31 décembre, donc c'était vraiment la fin de l'année. C'était bien de tourner la page. On a pu boire le champagne pour une bonne raison. Alors, vous aurez vos 4 enfants, finalement. Vous avez réussi, bravo. Oui, alors c'était pas gagné d'avance. Vous êtes le premier cas de maternité recensé après un tel traitement, hein. J'aimerais que ça arrive à d'autres. Maintenant que j'ai prouvé que c'était possible, on laisse une petite porte d'espoir. Le pire n'est jamais sûr. Voilà. Merci pour votre témoignage. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Luc Ferry pour l'invention de la vie de Bohème aux éditions Cercle d'Art. Audrey Vernon en tournée dans toute la France avec ses 2 spectacles, Comment épouser un milliardaire et Marx et Jenny. Guillaume Pelletier, secrétaire national de l'UMP, chargé des études d'opinion et des sondages. Sophie Marinopoulos, psychologue et psychanalyste. Et Ségolène de Margerie pour Encore combien de jours maman chez Jacob Duvernay. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, l'édito de Blacko, l'édito des Gréments, les Martiens de la semaine et Gaspard Proust. Salut les gars. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.